Merci beaucoup pour vos mots élogieux, chaleureux qui dépassent absolument mon œuvre. Enfin, comme vous en parlez, je crois que c'est intimidant justement de prendre la parole après une présentation comme celle-ci. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre invitation, donc particulièrement à vous deux, Grégoire Bigot et Xavier Gaudin. Et puis je vous remercie aussi d'être là. Mes amis qui sont ici présents et les doctorants et étudiants qui sont là. Voilà, les remerciements, c'est toujours un passage obligé, mais je trouve que c'est un passage important aussi parce que finalement, toutes ces recherches, on ne les fait pas seul et on a la chance, si on a la chance d'être lu, si on a la chance de pouvoir échanger à partir de ses propres productions littéraire et intellectuelle, c'est une chance immense. Donc je crois vraiment que là, c'est des remerciements absolument sincères. Et puis, effectivement, comme vous le savez tous, on le sait tous, il y a des longs passages de solitude quand on écrit, quand on réfléchit à son objet d'étude, et puis avoir la chance finalement de le voir se transformer en un livre. Donc ça suppose aussi d'avoir une maison d'édition qui l'accepte, et ensuite de pouvoir voir le produit et puis en discuter. Je crois que c'est une chance absolument immense, et j'ai envie de dire le pouvoir être ici à la suite des journées d'études que vous avez déjà organisées, ça me permet aussi de me mettre, je n'aime pas tellement être en avant comme ça, mais me mettre à la suite d'autres grands invités, ou en tout cas 2 grands invités, parce que je ne pense pas que je sois une grande invitée, mais que vous avez invités. C'est vrai que la première fois que j'étais, ou la deuxième fois que je suis venue ici à Nantes, c'était autour de la journée d'études de Jean-Louis Albérin. Ensuite, il y a eu la journée d'études de Michael Stolleis, et je crois que mes propres travaux s'inscrivent à la suite d'autres travaux, et dans ces discussions-là, y compris de la plupart des travaux de ceux qui sont ici aujourd'hui. Donc vraiment, cette idée de journée d'études, elle est absolument formidable, et à la fois en tant qu'auteur, mais en tant que discutante de tout ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, moi j'aime beaucoup l'idée de passeur, d'intelligence collective, et je crois que là, on est vraiment, grâce à vous, dans ce cadre-là. Ici présent, et avant de parler de mon livre, outre vos travaux, Xavier et Grégoire, je voudrais vraiment remercier individuellement ceux qui sont ici pour venir discuter de mon livre, puisque finalement, moi, je m'inscris dans les pas de ceux qui veulent bien aussi m'ouvrir des voies, et j'aime bien l'idée aussi de cheminement intellectuel. Et alors, mon livre a été préfacé par Michael Stolleis et Dieter Grimm. Michael Stolleis, on a eu la chance, ou j'ai eu la chance de pouvoir cheminer un petit peu derrière lui, avec lui. Et ensuite, il m'a fait le cadeau de préfacer mon livre, et j'ai la deuxième chance, ou la chance également, d'avoir eu la préface de Dieter Grimm qui est ici, et c'est une amitié qui m'est absolument chère. Donc Dieter, je te remercie, parce que voilà, on discuté avec toi, et ce livre, l'une des jeunesses de ce livre, c'est que je suis aussi allée à Berlin à l'époque où j'ai candidaté pour l'IUF, et je suis allée rencontrer Dieter à Berlin exprès pour lui demander si ce projet pouvait lui semblait intéressant, et j'avais été très intimidée, mais le lieu de l'institut d'études avancées de Berlin, le Wissenschaftskolleg, donnait aussi cette envergure de la recherche collective et de la recherche que ça pouvait donner. Donc il y a cette liaison. Je pense que j'étais venue en 2017, quelque chose comme ça, avant ma candidature à l'Institut universitaire de France. Ensuite, je crois qu'ici, Christophe Schoenberger, nous avons aussi beaucoup discuté, et je crois qu'on a la chance de se rencontrer dans les congrès, et c'est l'intérêt de tous ces congrès où on se rencontre entre professeurs allemands de droit public, puisque vous m'avez donné la chance d'être professeur allemande de droit public, donc nos discussions sont aussi importantes. De même, Carlos Herrera, les discussions que nous pouvons avoir, notamment sur le constitutionnalisme et sur Weimar, tout ça, c'est des étapes qui, dans un cheminement intellectuel, sont absolument nécessaires et importantes. Je voudrais ajouter ici la présence d'Alain Suppiot, et je vous remercie d'être là, puisque voilà, on a eu, grâce à vous, l'occasion de discuter de mon sujet, même si c'était de manière indirecte récemment. Et enfin, Terence Caravello, qui est là, que je suis heureuse aussi de rencontrer et d'entendre. Donc voilà, c'est des remerciements individuels, mais outre bien sûr Grégoire et Xavier qui savent tout ce que je leur dois aussi. Donc voilà, pardon pour ces remerciements un petit peu individuels, mais je crois que
C'est pour dire que vous avez eu la gentillesse de dire tous ces mots vis-à-vis de ce cheminement, mais voilà, j'espère l'inscrire dans un chemin qui continue avec vous. Voilà. Ensuite, vous m'avez donc invité sur ce livre, et en quelques mots, ce que j'aimerais vous dire ici, c'était, je crois que c'est le contrat, ou en tout cas la proposition que vous m'avez faite. Pourquoi ce livre ? Et ensuite, comment ce livre? Donc ça me permet d'être assez rapide, puisque j'ai surtout hâte de vous entendre. Pourquoi d'abord ce livre? Et je te remercie, Grégoire, d'avoir commencé aussi avec ma thèse, puisque aujourd'hui, alors c'est toujours intéressant de savoir comment on reconstruit son propre cheminement, parce qu'évidemment, quand j'ai écrit ma thèse, je ne pensais pas déjà avoir continué à ce point sur l'Allemagne. Même on m'avait demandé, tu vas vraiment travailler toute ta vie sur l'Allemagne? J'ai pas marre de l'Allemagne. Bon, non, j'en ai pas marre de l'Allemagne. J'espère aller un peu au-delà des frontières allemandes et françaises, bien sûr, aujourd'hui, sinon je serais moi-même un peu frustrée. Mais non, effectivement, les premiers pas que j'ai faits grâce au 19e siècle allemand, je les ai poursuivis en permanence. Mais je voudrais peut-être te contredire, le parcours n'a été ni exemplaire ni facile. Je vous fais une toute petite généalogie, parce que parfois je crois que pour les étudiants et les doctorants, c'est aussi intéressant de savoir que, ben oui, on s'est aussi planté, ça a aussi été dur. Première étape, mon premier sujet n'était pas le 19e siècle allemand, mon premier sujet était la Verfassungsbeschwerde, c'est-à-dire le recours individuel en protection des droits fondamentaux tel qu'il existe aujourd'hui et tel qu'il est l'instrument le plus important pour la Cour constitutionnelle fédérale. Donc je travaillais avec enthousiasme grâce à mon directeur et mon deuxième directeur que j'ai pas cité tout à l'heure, qui était Thomas Württemberger, et mon directeur qui était Olivier Jean-Jean, sur ce sujet, pour me rendre compte au bout d'un an que le sujet était fait. Donc c'était formidable. Le sujet sur la Verfassungsbeschwerde, alors en plus on peut dire toujours, hein, c'est pas grave si un sujet est fait, mais tout dépend du sujet, et là c'était quand même un sujet qui permettait de présenter un recours, donc une fois toute la partie descriptive où j'ai été attelée avec beaucoup d'enthousiasme et de difficultés puisque je parlais très mal allemand, bon, toute cette partie tombait à l'eau. Qu'est-ce que je faisais à partir de là? On s'est posé la question avec Olivier Jean-Jean et il m'a dit pourquoi vous n'en feriez pas l'histoire? Bon, j'étais très intéressée par l'histoire, donc je me suis dit tiens pourquoi pas, donc je me remets avec enthousiasme sur l'histoire, notamment sur le Reichskammergericht, sur l'histoire du Saint-Empire. Alors j'étais pas du tout historienne, j'avais pas les codes je pense, mais malgré tout c'était très intéressant. Mais travailler sur l'histoire m'a permis de me rendre compte que si je voulais vraiment comprendre et faire quelque chose qui n'était pas que descriptif sur cette Verfassungsbeschwerde, il fallait que je recentre et que j'élargisse. Que je recentre, c'est-à-dire que je me concentre sur le 19e siècle. Donc tout ce que j'avais fait, j'avais écrit tout un chapitre magnifique sur le Reichskammergericht, qui est devenu 2 pages d'introduction, donc évidemment il y a aussi des frustrations dans ce qu'on écrit. Donc 19e siècle, pourquoi? Parce que j'en parlais tout à l'heure dans l'interview que vous avez la gentillesse de me proposer. 19e siècle, c'est le siècle fondateur pour le droit public, pour les grandes cultures, les grands concepts, donc tu le disais aussi Grégoire tout à l'heure, donc le 19e siècle s'imposait assez, puis j'avais un maître intellectuel avec Olivier Jean-Jean qui avait fait qui travaillait sur son histoire de la pensée juridique en Allemagne, donc j'avais aussi un bon guide avec lui. Donc le 19e siècle qui me permettait effectivement de revenir sur la culture subjective allemande, t'en parlais tout à l'heure, la différence avec la France, donc là je débroussaillais un petit peu, ça me permettait ici de poser des jalons qui m'étaient indispensables pour comprendre la conception toujours subjective actuelle. Donc le 19e siècle, et j'ai parlé aussi d'un élargissement, c'est-à-dire que je ne pouvais pas, si je revenais au 19e siècle, ne parler que du recours constitutionnel, pas vraiment de sens au 19e siècle, il me fallait parler des recours de droit public, et c'est pour ça que ma thèse est parfois inclassable, parce que j'ai fait du recours administratif comme du recours constitutionnel à travers ce 19e siècle. Alors pourquoi, quel lien avec le livre aujourd'hui? Donc on voit effectivement cette idée de Verfassungsbeschwerde, j'y reviens 10 ans plus tard avec mon livre sur la Cour. Entre-temps, j'ai eu parfois on comble aussi, c'est comme un puzzle, il faut mettre des petits éléments entre-temps pour réussir à savoir ce qui s'est passé entre-temps. Je voulais pas partir du 19e siècle et aller directement sur la Cour née en 1949 et en 1951. Il fallait comprendre un peu d'autres étapes. Il y a eu la période 1900, il y a eu la période Weimar, j'en parlais tout à l'heure. Il y a forcément cette étape, moi, qui m'était difficile à traiter, mais quand même comprendre ce qui s'était passé à partir de 1933, donc revenir aussi sur le droit nazi, même si ça n'a pas été un objet direct de mes recherches, mais c'était quand même un objet
objet qui devait être intégré dans ma compréhension du droit allemand. Et puis ensuite arrive 1945, et voilà, ça paraît simple et limpide ici, mais finalement, il y a des éléments qui étaient très difficiles, et il y a des éléments qui se sont imposés. Mais 1945, travailler sur le droit allemand en 1945, m'a conduit à la Cour. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut comprendre le droit public allemand aujourd'hui, tu le disais même tout à l'heure, le droit administratif reste évidemment intéressant et passionnant, et j'espère y rester, et j'y reste à certains égards, mais on a besoin pour ce faire de comprendre que l'ordre juridique allemand d'après-guerre est constitutionnalisé. C'est une spécificité du droit constitutionnel allemand. Nous aussi, on parle évidemment de constitutionnalisation des branches du droit, mais pas dans les mêmes dimensions, parce qu'il n'y a pas en France de cour constitutionnelle qui aurait les compétences de la Cour, sans même parler après de la dimension qu'elle prend par sa jurisprudence. Le fait même qu'il existe un recours individuel et un recours individuel qui peut juger les jugements fait que la constitutionnalisation de l'ordre juridique est sans commune mesure. Donc à partir de là, traiter du droit public allemand et le comprendre m'a conduite à la Cour. J'allais dire pourquoi ce livre du coup sur la Cour. Là il y avait une certaine évidence, et ensuite parce que ça c'est peut-être aussi un réflexe qu'on a, qu'on partage je pense ici, c'est faire du droit public. Moi, j'ai besoin de comprendre le droit allemand tel qu'il est en comprenant son histoire. Donc il fallait partir de 1945, qui est cette période de rupture. Rupture sans être, comme le disait Michael Scholais, sans être une heure zéro. Il n'y a pas de Stunde Null. Effectivement, cette heure zéro, cette période, cette tradition juridique allemande dont je parlais tout à l'heure avec le 19e siècle, reste. Le caractère subjectif, l'importance de l'état de droit, tous ces éléments-là, évidemment, restent dans la culture juridique allemande, moi, qui m'ont passionné. Mais malgré tout, il y a une rupture en 1945, parce qu'on ne peut pas faire la rupture avec le droit nazi, l'effondrement du Troisième Reich et toutes les bouleversements qu'il a apportés et les immenses difficultés, de toute façon, ça imprègne la culture juridique allemande aujourd'hui. Donc ça, c'était nécessaire de le comprendre. Donc pourquoi 1945? Évidemment, pour ces raisons-là. Ensuite, la Cour naît en 1949 sur le papier, puisque c'est la date de la Constitution allemande, de la loi fondamentale, et ensuite elle est créée à partir de 1951, où elle est installée à Karlsruhe. Donc voilà ce qui m'amène finalement à cet ouvrage et cette envie de comprendre. Et comme tu le disais tout à l'heure, je crois qu'on a toujours cette question, est-ce qu'on fait du droit étranger, est-ce qu'on fait du droit comparé? Bien sûr, j'ai pas ici un livre comme l'autre que nous avons fait avec mes amis sur le droit constitutionnel français et allemand. Ce n'est pas un livre en soi de droit comparé. En revanche, je suis française, je travaille sur l'Allemagne, j'ai mes réflexes français, j'ai ma culture juridique française, donc évidemment travailler sur la Cour constitutionnelle allemande me donne encore plus envie de comprendre mon propre système. Donc dans ce sens-là, j'ai aussi un livre finalement qui a peut-être pas un livre de droit comparé, mais une perspective comparatiste. Donc voilà pour le pourquoi, rapidement. Ensuite, pour le comment, je pars de l'idée, effectivement, de comprendre l'importance de la Cour. Peut-être que ce que j'ai pas ajouté, ce qui donnait un intérêt supplémentaire au travail sur la Cour allemande, c'est le fait qu'aujourd'hui, elle a une position particulière en Europe. Donc, outre la comparaison française et allemande, on a quand même cette place. On se dit, mais comment se fait-il que Karlsruhe, que le Bundesverfassungsgericht, que l'importance allemande soit si imposante lorsque l'on parle aussi de droit européen, de jurisprudence européenne. Donc ça me donnait un deuxième angle d'intérêt qui n'intéressait pas que la sphère franco-allemande, mais qui pouvait se dire, aujourd'hui, il y a, voilà, pourquoi la jurisprudence de la Cour constitutionnelle allemande est si importante et si présente médiatiquement, puisque finalement, nous aussi, enseignants-chercheurs, on parle pas que entre nos murs, on a aussi besoin de parler à ceux qui souhaitent comprendre le système juridique et politique dans lequel on s'insère, et finalement, pour moi, ça me donnait aussi une clé de compréhension de l'actualité. Et un petit point supplémentaire d'envie de travailler sur cette Cour. Alors ensuite, le comment, ça me permet de revenir, je vais simplement donner sur mes trois étapes d'écriture. Alors le livre a été, en termes de sources, évidemment, la difficulté d'un livre comme ça, c'est qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'écrits, en tout cas pas d'ouvrages sur cette Cour en France. En revanche, en Allemagne,
voilà, il y a un nombre absolument incalculable. Donc la difficulté des sources, c'était pas une difficulté de source. Il n'y avait pas assez de sources, mais il y en avait beaucoup trop. J'aurais souhaité travailler encore plus et lire encore plus de choses, et je pense que peut-être que j'y serais encore. Sauf qu'entre-temps, j'étais assignée à résidence, comme vous tous, avec le Covid, qui m'a conduite à un moment à stopper mes sources et mes séjours de recherche et mes réflexions. Donc à un moment, on a un matériau et on s'attelle à la réflexion. Donc voilà, je crois que ça m'a obligée à arrêter mon travaux. Moi, je pense que ce travail, il aurait pu être largement enrichi par encore d'autres travaux que je n'ai pas lus, malheureusement, ou que j'ai lu un peu vite. Ça, c'est le lot de tout travaux de recherche. Le plan du livre, on a toujours une idée en tête. Donc, les premières idées, je les avais, et finalement, elles se sont concrétisées assez facilement. En tout cas, le plan, je n'ai pas trouvé de difficulté dans mes premières parties. D'abord, expliquer pourquoi j'avais écrit ce livre. C'est pour ça que j'ai une très grosse intro. Pourquoi et comment un livre sur une cour allemande par une Française, qui me permet d'expliquer voilà, pourquoi l'histoire, pourquoi le droit comparé, pourquoi cet objet de recherche. Donc ça, c'était une partie qui m'a demandé d'être très systématique malgré tout pour ne pas m'y perdre, mais une partie qui était nécessaire. Ensuite, je commence avec une première partie que j'ai appelée prémisse, parce que ça me permet à la fois de poser le contexte, donc je parlais à l'instant. Qu'est-ce qui se passe en 1945? Pourquoi la rupture? Quel lien avec Weimar? Parce que c'est évidemment absolument passionnant de comprendre dans quelle mesure Weimar, il y a une rupture avec Weimar, mais en même temps, on reprend une certaine tradition intellectuelle et scientifique. Dans quel moment, ce qu'on appelle les géants de Weimar, donc les grands penseurs allemands, qui sont toujours encore aujourd'hui cités, qu'est-ce qu'on peut établir comme filiation intellectuelle ou pas? Donc ça, c'était des éléments qui, moi, dans ma formation et dans ma réflexion, me passionnaient. Donc ce qu'il fallait que j'avais envie de poser, et puis comment, dans quelle mesure ils avaient aussi pensé à la justice constitutionnelle, donc le contexte général, première chose, et ensuite le contexte spécifique pour la Cour. On s'interroge beaucoup, les comparatistes constitutionnalistes, sur les modèles de justice constitutionnelle. Est-ce que la Cour constitutionnelle fédérale allemande a un modèle? Si oui, est-ce qu'on peut le chercher en Allemagne? Est-ce qu'on peut le chercher ailleurs? Donc toutes ces questions qui sont, d'un point de vue comparé, d'un point de vue constitutionnaliste et d'un point de vue historiennes aussi sont intéressantes, puisque se dire, si je cherchais un modèle, il fallait aussi lire les débats constituants. Et j'avais, par exemple, on me disait, la Cour suprême des États-Unis, elle est citée où dans les débats? En fait, elle n'est pas tellement citée. Donc ça, c'était intéressant, parce que c'est des surprises aussi, en se disant, on a un grand modèle de justice constitutionnelle, c'est la Cour américaine. Oui, elle a sa force symbolique, mais les Allemands sont quand même assez sûrs à ce moment-là qu'ils ont un modèle propre dès le départ, qui va prendre de l'ampleur après. Donc ça, c'était ma partie 1 sur les prémices. Ensuite, partie 2, et c'était à celle-là que j'avais pensé au départ, qui est une partie que j'ai appelée affirmation institutionnelle, puisque je m'interroge sur l'institution. C'est aussi une formation intellectuelle ou une envie de travailler sur la justice constitutionnelle comme acteur. Donc forcément, si c'est un acteur, je la considère à la fois avec ses propres acteurs, c'est-à-dire ses juges, en dépit d'une tradition plutôt collective de la justice. Malgré tout, il y a des acteurs, il y a des personnages qui m'intéressaient en particulier, mais surtout, la Cour, elle s'impose comme institution. Et là, c'était aussi le plan finalement assez facile. Elle s'impose comme institution dans un paysage politique. Immédiatement, c'est une institution constitutionnelle face aux autres institutions, aux autres organes constitutionnels, Bundestag et gouvernement. Elle s'impose, mais c'est pas simple. Et ça, c'est ça aussi évidemment qui est intéressant comme objet de recherche, c'est-à-dire qu'il y a des combats pour faire en sorte pour que la Cour s'impose avec, voilà, on en parlait, c'est cette strobe rouge symbolique des juges constitutionnels. Même la robe est symbolique et même la robe ne s'impose pas immédiatement. Donc il y avait ici cet intérêt pour l'institution en tant qu'organe constitutionnel, mais aussi pour l'institution en tant que juridiction constitutionnelle. Évidemment, c'est toujours notre débat français. En Allemagne, la Cour est une juridiction constitutionnelle, c'est clair que c'est dans la loi fondamentale. Mais entre ce qui est dit dans le texte et ce qu'elle va en faire, elle, évidemment, il y a un cheminement aussi. Et là-dessus, il y a aussi des combats. Il y a aussi l'intérêt de savoir qui a le dernier mot dans l'interprétation constitutionnelle et comment ça se passe. Ça, c'est des éléments qui m'intéressaient. Et j'en ai fait ma deuxième partie. Et puis ensuite, c'est peut-être la partie qui, aujourd'hui, semble évidente, mais qui, moi, au début, n'était pas la partie la plus évidente, et intéressante, évidemment, passionnante, mais c'était toute la partie, peut-être parce qu'elle me faisait peur. C'est la troisième partie, je l'ai appelée « assise jurisprudentielle », qui m'a conduite
à travailler sur la jurisprudence. Je ne pouvais pas finalement l'institution, on pourrait faire l'inverse aujourd'hui en se disant on travaille sur la justice constitutionnelle, d'abord on fait la jurisprudence et les normes, et puis on va la regarder comme institution. Moi c'était un peu l'inverse, je me suis dit je vais la regarder comme institution qui s'impose au terme de débat, puis mais non, mais en fait, on ne peut pas travailler sur la Cour dans ses premières années sans aller lire sa jurisprudence, sans aller voir ce qu'elle a fait à travers sa jurisprudence. Donc évidemment, je me suis prise à cette partie sur la jurisprudence pour comprendre comment, en 10 ans de jurisprudence, et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle mon livre s'arrête en 1961, ça me permet d'avoir 10 ans de jurisprudence. Elle commence sa jurisprudence en 1951, et à un moment, il faut s'arrêter aussi. Donc 1961, l'une des raisons qui est arithmétique, qui est que ça me permet de dépouiller 10 ans de première jurisprudence, aussi parce que ça me permet d'intégrer l'un des grands arrêts de la Cour, qui est l'arrêt télévision, qui est un arrêt par lequel la Cour constitutionnelle s'oppose au gouvernement Adenauer. Donc c'est aussi intéressant de savoir que la Cour s'est aussi opposée au gouvernement. Donc c'était la raison pour laquelle j'ai adopté cette structuration temporelle. Et en tout cas, cette jurisprudence m'a permis de travailler en profondeur pour comprendre ce que signifiait la constitutionnalisation à la fois de la vie politique, comment, dès le départ, la Cour constitutionnelle constitutionnalise et se saisit de ce qu'est la démocratie. Même question, c'est des questions qu'on n'a pas en France, en tout cas pas de la même manière, mais dès le départ, la constitutionnalisation, la conception constitutionnelle et juridique de la démocratie, la Cour s'en saisit. De par sa jurisprudence, de par ses compétences. Une fois de plus, elle a les compétences suffisantes et nécessaires qui lui permettent de déployer sa jurisprudence. Et la composition juridique, bien sûr, j'en dis rien ici, mais évidemment, elle a aussi les compétences de juriste. Donc, constitutionnalisation de la vie politique, aussi à travers la constitutionnalisation du fédéralisme, aussi, autre dimension qu'on n'a pas, évidemment, la dimension de la justice constitutionnelle est un facteur explicatif de la force de la justice constitutionnelle en Allemagne, bien avant cette période du XXe siècle. Voilà, c'était la première sous-partie de la troisième partie. Et ensuite, constitutionnalisation, outre la constitutionnalisation de la vie politique, constitutionnalisation de la vie, j'ai appelé juridique, économique, sociale. Et peut-être c'est la partie la plus difficile parce qu'elle m'a conduite à m'atteler à ce qu'était la dogmatique allemande, c'est-à-dire qu'est-ce que la Cour et qu'est-ce que le droit constitutionnel allemand fait, notamment des droits fondamentaux, hein, la dogmatique des droits fondamentaux. Comment est-ce qu'on adopte un schéma de pensée pour les droits fondamentaux qui, pour nous, ça suppose de faire un saut intellectuel pour comprendre comment traiter les droits fondamentaux, comment la Cour s'en saisit, comment elle les classe, qu'est-ce qu'il y a comme schéma de travail. Et ça, c'était une partie qui n'était pas simple. Donc il y a vraiment cette partie dogmatique des droits fondamentaux, puis ensuite jurisprudence absolument passionnante pour constater, je vais pas être très longue, mais peut-être aussi que la Cour, sur certains points, si je prends comment elle a constitutionnalisé la vie sociale, elle n'a pas toujours été progressiste. Évidemment, c'est intéressant pour dire la Cour allemande, on peut la louer, on peut dire qu'elle a elle a une jurisprudence qui est absolument passionnante, mais tout ne va pas dans le même sens, et heureusement, d'un autre côté. Mais voilà, je donne deux exemples. À la fois, elle a réussi à imposer le principe, ou l'article 3 qui dit hommes et femmes sont égaux en droit. C'est grâce à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, dès le départ, dès les années 50, c'est ça qui est très intéressant, qu'elle impose et qu'elle permet alors après, il y a une jurisprudence évidemment qui continue jusqu'à aujourd'hui, mais dès le départ, elle se saisit d'une disposition de la loi fondamentale pour imposer et pour ouvrir la voie à l'égalité homme-femme, progressiste. Mais dans l'autre sens, à peu près dans la même période, l'arrêt homosexuel, il n'y a rien de plus conservateur et de plus biologisant comme analyse de la Cour. Donc ça permet aussi de comprendre, de lire ces arrêts qui sont très longs, et de voir comment, que fait la Cour du droit, comment elles sont saisies, et comment quels sont les débats, qui ne sont pas que des débats juridiques, comment elle intègre des rapports, comment elle intègre des analyses d'experts, et à quels résultats elle aboutit, et quels sont les débats, les combats, auxquels ces arrêts ont donné lieu. Donc voilà, donc c'était la fin. Donc évidemment, cette partie jurisprudence a pris beaucoup de temps et m'a permis d'ouvrir aussi. Évidemment, je ne m'arrête pas en 1961. C'est un point de départ. À chaque fois, les fils qui sont à tisser à présent sont très nombreux puisque ça pose une base et qu'à chaque fois, il faut aller regarder fallait jeter un œil vers l'avenir pour voir ce qui en est fait. Et voilà, donc reconstruire une démocratie par le droit, si je termine par là, il y a reconstruire en 1941-1961
il y a l'ampleur que la Cour a pris et qu'elle prend encore, il y a les débats qu'elle suscite, et il y a l'interrogation plus générale sur la justice constitutionnelle telle qu'elle est aujourd'hui, en Allemagne évidemment, en France et ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui je garde mes mots-clés démocratie et droit, et justice constitutionnelle, droit comparé, histoire, et finalement ça laisse aussi beaucoup de place à ce qui peut être fait à la fois dans les travaux qui viendront, dans les miens et dans d'autres, et dans les débats, et ce qui me permet de vous donner une transition magnifique pour enchaîner sur les débats que nous pourrons avoir aujourd'hui. Et je vous remercie une nouvelle fois pour à la fois votre invitation et les discussions vraiment très très enrichissantes auxquelles on participe. Merci.